Bonjour et bienvenue dans le podcast Dose d'Inspi. Je me présente, moi c'est Nadine et je suis là pour t'apporter ton carburant quotidien pour te booster à aborder sereinement ton entrée dans la vie active. Tu es étudiant ou étudiante, jeune ou moins jeune? Eh bien, ce podcast est là pour te proposer des interviews de professionnels uniques par leur parcours et une découverte de leur métier. Mais aussi, tu auras des étudiants et étudiantes qui nous partageront leurs défis de tous les jours pour préparer leur avenir. Alors, tu veux des actualités, des anecdotes, de la musique et des conseils pratiques? Alors installe-toi, mets tes écouteurs ou monte le son de tes enceintes et prends ta dose d'inspi. Salut Angela! Salut Nadine! Comment vas-tu? Très bien, et toi? Ça va. Bienvenue sur mon podcast. Merci de m'avoir invitée. Avec plaisir. Je vais te laisser te présenter, mais je voulais juste raconter la petite anecdote puisque on a eu la joie de te rencontrer lors de l'événement Croyez en vous, qui a été organisé par l'association de stagiaires du Cabo Verde. Donc je voulais leur faire un petit clin d'œil, parce que c'est une asso qui est chère à mon cœur. Et tu vas pouvoir te présenter et nous raconter justement ton parcours. On m'a recommandé de t'inviter sur le podcast parce que tu avais des choses à raconter. Et j'en suis sûre que tu vas en intéresser plus d'un. Donc sans plus tarder, je vais te laisser te présenter. Écoute Nadine, déjà comme je te disais, merci de m'avoir invitée. Écoute, moi j'ai 45 ans, je m'appelle Angela Brito Soares. Je suis née en France, mes parents ils sont d'origine capverdien. Mon père est de Tchadalin, ma mère est de Niag. Ok, donc l'île de Santiago. C'est ça, tout à fait. Ok, super. Ma première question, Angela, va peut-être t'étonner, mais j'aimerais bien savoir quel métier tu voulais faire quand tu étais enfant. Bonne question. Écoute, c'est que à 15 ans, mon père, il m'avait posé la question quand je devais aller au lycée, tu sais. J'étais en 3e. Il m'avait posé cette question. Il m'a dit mais qu'est-ce que tu veux faire après quand tu seras plus grande? Je lui ai dit éducatrice spécialisée. Ah, tu savais déjà à ce moment-là? Ouais, je savais déjà ce que je voulais faire. Il me dit éducateur spécialisé? Mais c'est quoi ça? Et c'est là que je lui ai expliqué ce que c'était. C'était de venir en aide des personnes qui étaient dans le besoin, d'accompagner. Et lui, pour lui, il me dit mais attends, c'est quoi ce métier-là? Et c'est il y a des parents pour ça, c'est ça? Écoute, à ce moment-là, je comprenais pas trop. Et c'est vrai que ça m'a un petit peu frustrée. Et je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ce métier ce que je voulais faire? Et après, mais en tout cas, j'avais toujours ça en moi. Oui, ok. Je voulais toujours, j'avais ça en moi et je me suis dit, en tout cas, un jour ou l'autre, je le ferai. Ok, super. Écoute, on va revenir un petit peu en arrière. Alors, tu vas nous raconter les différentes étapes, déjà de ton parcours scolaire, ensuite de ton parcours pro pour qu'on comprenne un peu tout ce cheminement que tu as eu. Et ça va nous amener à ce que tu fais aujourd'hui, sûrement. Écoute, mon parcours, je pense que pour la plupart de ceux qui sont d'ici, moi, j'ai fait une filière normale, c'est-à-dire j'ai fait la primaire, j'ai fait la maternelle, après la primaire, ensuite j'ai fait le collège. Alors tu l'as fait ça où? Alors j'ai fait dans l'Oise, parce que moi je suis d'origine de l'Oise, j'ai grandi dans l'Oise, en particulier à Montataire. D'accord. Et j'ai fait les écoles là-bas, Jacques Decour, et ensuite Pôle-en-Juin parce qu'on a déménagé. D'accord, ok. Donc scolarité classique, élève plutôt studieuse, c'est ça? Pas tout à fait, pas tout à fait studieuse. C'est-à-dire que justement, je n'étais pas quelqu'un de studieuse. Justement, j'avais une difficulté. C'est-à-dire, c'est pour ça que j'ai redoublé mon CP. C'est que mes parents, qui sont d'origine capverdienne à cette époque-là, ne parlaient pas le français, pardon. Oui. Et moi, je suis d'une fratrie, je suis de 4.
et je suis la plus grande. D'accord. Et c'est vrai que quand j'allais à l'école, je parlais pas du tout, je comprenais pas et quand je parlais pas du tout, je parlais le français mais avec difficulté parce que comme à la maison on parlait capverdien Oui. et quand j'allais à l'école, j'arrivais pas à dissocier, tu sais, entre le français et le capverdien. Et c'est vrai que c'était ma difficulté quand j'étais jeune. C'est pour ça que j'ai redoublé mon CP. Et ce fait-là, je m'en souviens, c'est que un jour, j'ai la maîtresse qui avait convoqué ma mère et qui devait lui parler justement de ma difficulté et qui lui avait dit que j'étais en difficulté scolaire et qu'il fallait voir peut-être un spécialiste ou quelqu'un. Et ma mère, à ce moment-là, elle ne comprenait pas et c'était moi qui traduisais. Ah oui, d'accord. C'était moi qui traduisais et c'était compliqué pour moi de dire à ma mère que j'étais en difficulté et après de dire à la maîtresse que ma mère ne pouvait pas m'aider parce qu'elle ne savait pas lire et elle ne savait pas écrire à ce moment-là. Et pour moi, ça m'a tellement frustrée que quand je suis sortie de là, j'ai dit, moi c'est bon, j'arrête le capverdien, plus jamais, je vais apprendre le français et je vais réussir parce que c'est pas possible, je peux pas rester dessus. Pour moi, voilà. En tout cas, c'était une étape pour toi, pour te focaliser sur la langue française qui te faisait défaut par rapport à ta scolarité. Tout à fait. Mais tout en faisant un peu une pause par rapport à l'utilisation de la langue... du créole capverdien, c'était ça. Oui, c'est ça. C'était pas nier totalement la langue. Non, pas du tout. Non, parce que c'est mes origines, c'est mes tripes. Moi, je suis fière d'être capverdienne. Et ça, c'est quelque chose qui est en moi et qui restera à vie. Oui. Et c'est ce que j'inculte aussi à mes enfants. Et oui, ce moment-là, j'étais tellement frustrée. En même temps, j'avais 6 ans. J'avais 6 ans et j'étais tellement frustrée du fait que j'étais en difficulté, je ne réussissais pas. Et moi, le fait de ne pas réussir et de rester bloquée et de ne pas être aidée et de me dire non, alors j'ai dit non. Il faut que je prenne mon courage à deux mains et d'y aller. Et c'est vrai que ma mère, même sans à cette époque-là, parler le capverdien, elle avait cette mentalité de m'encourager et de me dire, t'inquiète pas, moi je suis là. C'est pas parce que je parle pas français que je suis pas là. Je suis là, ne t'inquiète pas. Ouais. Et c'est vrai que ça m'a... C'est hyper important ça. Tout à fait. Ouais, ça fait vraiment la différence. Tout à fait. Ok, donc tu fais ton petit bout de chemin en primaire. Tout à fait. Ensuite, tu vas au collège. C'est ça. Collège, lycée, est-ce que ça se passe du coup progressivement de mieux en mieux? Écoute, ouais, de mieux en mieux. Là, j'arrive au lycée. J'ai obtenu mon brevet des collèges. Oui. Ensuite, j'arrive au lycée. Ce qui se passe, c'est qu'entre deux, je voulais arrêter les études. C'est-à-dire que j'ai fait mon BEP. Déjà, mon BEP... Alors, avant de ça, je m'en souviens, j'étais au collège, j'étais en 3e. J'avais la conseillère d'orientation qui regardait mes notes. Et j'étais très, très juste. J'étais 10. Oui. Et elle regardait mes notes et tout. Elle me dit « Oh, ça serait bien que vous fassiez un BEP secrétariat. » Je dis non, moi je veux pas faire ça. La case, hop, allez, on force tout à fait. Ouais. C'est tout à fait ça. Et moi je voulais pas du tout faire ça. Moi je voulais faire sanitaire et social. D'accord. Parce que je voyais ce BEP, je sais pas, je trouvais que encore une fois, d'aider, d'accompagner et vraiment travailler vraiment dans le domaine du social. Oui, c'est le social qui t'attirait. Ouais, ça m'a toujours ça m'a toujours attirée depuis que je suis petite. Et le fait que la conseillère d'orientation me dise que c'était trop juste et que je pouvais faire que BEP secrétariat, je vais tout faire. Oui. Et c'était mon dernier trimestre et c'est vrai que j'ai tout fait pour réussir. Et c'est là que j'ai eu 12 et c'est là que j'ai pu rentrer en BEP sanitaire et social quand j'étais à Creil à Juléry. D'accord. Ensuite, j'ai obtenu mon BEP sanitaire et social, mon CAP aussi petite enfance. Oui. Parce qu'à cette période, il y avait les deux en même temps. D'accord. Et quand je l'ai obtenu, il fallait aller au lycée. Et il fallait aller au lycée. Et moi, je travaillais à ce moment-là parce que j'étais animatrice.
Mais j'avais pas de lycée. Parce que mon père, il voulait que j'arrête les études, il voulait que j'aille travailler. Et après, l'été est passé parce que je travaillais, comme je te disais, comme animatrice et tout ça. Et j'ai pas trop, comment dire, pensé à ce que je voulais faire après. D'accord. Est-ce que je voulais continuer ou pas? Okay. Et c'est vrai que j'étais dans mon travail et et c'est là quand on arrive en fin août où tout le monde s'inscrit dans les lycées et moi je me retrouve là, je me dis attends, moi je vais pas travailler, c'est pas possible. Et puis ma mère elle m'a dit non, toi tu vas pas travailler, tu vas faire des études. Moi si je suis venue ici, et que t'as grandi ici et que t'as l'opportunité de faire des études, moi je veux que tu continues. Ouais. Alors c'est là que j'ai continué, là, et après j'ai fait un bac pro service accueil à Amiens pendant 2 ans. Ok. Et là, c'était les meilleures années de lycée, et c'est là aussi que je commençais à aimer les études et à vouloir continuer. Mais après par la suite, j'ai pas pu parce que il fallait que je travaille, et il fallait que je travaille à ce moment-là, et puis après c'est là que j'ai eu mes enfants. J'ai eu ma première en 2002. D'accord. Et ensuite, j'ai eu ma deuxième. Mais ça n'a pas empêché aussi que j'ai travaillé dans la petite enfance, en crèche. D'accord. Donc, tu as gardé ce lien, finalement. Tout à fait. Avec ce que tu avais déjà démarré. Okay. Tout à fait. Et j'ai quand même travaillé dans la petite enfance en avoir mes deux enfants, les plus grandes. Mais à ce moment-là, j'ai quand même passé des diplômes. C'est-à-dire, j'ai passé mon diplôme d'auxiliaire de puériculture. D'accord. Que je l'ai eu il y a 13 ans, parce que j'ai travaillé quand même en crèche pendant 15 ans. Et ça, c'était une passion, vraiment. J'ai vraiment aimé parce que j'aimais travailler vraiment auprès des enfants parce qu'ils me donnaient le sourire. Et on va dire que le quotidien était parti. Et le fait d'être avec eux et de les comprendre et de savoir ce qu'ils ont vraiment psychologiquement et puis de m'intéresser aussi sur leur développement, ça m'a... Franchement, j'ai aimé, quoi. J'ai aimé. Mais après, c'est vrai que par la suite, après, je me suis mis en congé. J'ai déménagé parce que j'ai vécu aussi 11 ans à Paris. Après, je suis partie habiter à Amiens. D'accord. Et j'étais en congé parental parce que j'ai eu mon dernier, mon fils, qui a 10 ans. Et c'est vrai qu'après, par la suite, pendant 5 ans, j'étais en congé parental. Je me suis occupée de mes enfants. Et après, à un moment, j'ai dit, il faut que je fasse la chose que j'ai pas pu faire et que j'ai dit à mes 15 ans, c'est-à-dire éducateur spécialisé. Super, ok. C'est très intéressant parce qu'on voit tout le déroulement justement de ta vie à ce moment-là où à chaque fois t'as ces petits moments, ces petits rappels de justement ce souhait que t'as eu très tôt, hein, parce qu'à 15 ans je pense pas que j'avais les idées aussi claires que ça, mais en même temps t'as toutes les choses de la vie, les épreuves de la vie, les moments où on peut s'arrêter malgré nous, mais il y a des choses que tu as précisées quand tu as dit que le fait d'avoir juste un peu continué, ça t'a donné le goût pour les études. La présence de ta mère qui est là à chaque fois au beau moment, juste pour te dire le petit truc, la petite phrase. Il n'y a même pas besoin de mon discours. C'est tout à fait ça. Et franchement, je l'ai aussi vécu et je sais la force que ça peut avoir. Et je trouve ça hyper intéressant. Donc, c'est un chemin qui commençait déjà à se faire. Et du coup, on comprend que du coup, tu reprends tes études. Ouais, après avoir eu tes 3 enfants. 3 enfants, ouais, okay. 3 enfants. Après, c'est vrai que j'avais envie de reprendre et d'être éducatrice, de spécialisée qui a été pour moi quelque chose que je voulais faire, comme je te disais tout à l'heure, depuis longtemps. Oui. Et j'ai attendu que mes enfants soient un peu plus grands.
c'est-à-dire pour que ma fille elle soit plus grande, qu'elle soit autonome et tout ça, pour que je reprenne des études et que ça me permet d'être libre. Oui. Tu vois, et je voulais pas faire une validation d'acquis, d'expérience. Je voulais vraiment être à l'école parce que j'avais envie de connaître et j'avais ce goût de savoir et d'apprendre et de connaître. Et ça, j'avais cette curiosité. Et c'est vrai que ça me plaît. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé. J'ai fait une préparation pour rentrer en école. J'ai préparé mes enfants aussi pour leur dire, attendez, attention, maman va reprendre l'école pendant 3 ans. Il faudra qu'on essaye de s'organiser, essayer de voir comment on peut faire. Mais vous inquiétez pas, je serai là. Mais il faudra que vous vous débrouillez. Et c'est vrai qu'il y avait le papa des enfants qui était là et qui m'a beaucoup soutenue aussi à ce moment-là. Et après, c'est là que je suis rentrée en école d'éducateur spécialisé. Et là, tu étais partie pour combien d'années ? 3 ans. 3 ans, ok. Et à cette époque-là, là, je vais avoir 45 ans, j'avais 41 ans. D'accord. J'avais 41 ans parce que j'avais fait la prépa. Ensuite, j'ai fait 3 ans d'études. Et c'est vrai que il y a eu des moments qui étaient difficiles dans ma vie, mais j'ai tenu parce que, comme je te disais, le pilier, c'est ma mère. C'est quelqu'un qui a voulu aussi aller faire des études et qui a voulu aller plus loin, mais qui n'a pas pu parce qu'elle est venue en France justement pour chercher un avenir. Et c'est vrai que, bon, je ne peux pas dire... La France n'a pas donné cette occasion, ou peut-être donner autant de choses à ma mère ou mon père pour qu'ils soient ouverts à tout ce qu'il y a en France. Et je sais que ma mère, à travers moi, elle voulait que je fasse des choses qu'elle a voulu faire mais qu'elle n'a pas pu faire. Et c'est vrai que elle m'a toujours encouragée. Elle m'a dit, mais c'est bien, vas-y, continue. Et puis, c'est vrai que même à 41 ans, ça ne m'a pas empêchée de faire des études. C'est pas l'âge qui m'a freinée. Pas du tout, au contraire, parce que je trouvais que justement, je pense qu'à ce moment-là, j'étais prête à me centrer et à me concentrer dans les études et à me dire, ça y est, je vais avoir plus de... Comment dire je vais être... plus... comment dire, un peu plus disponible, tu vois. Oui, il y a une question de maturité, il y a une question de conditions, même autour de toi, par rapport à ce que tu disais, le fait que là, tes enfants étaient plus grands, il y a une question de disponibilité. Mais pour autant, tu t'es pas dit, c'est bon, les étoiles sont alignées pour moi, mais j'en parle pas forcément autour de moi. Et ce que je trouve assez fort, c'est que tu en as parlé autour de toi. Enfin, quand je dis tu en as parlé autour de toi, tu as préparé tes enfants, tu as utilisé le mot préparation. Et ce mot préparation, des fois, on le néglige quand on est dans une reprise comme ça, soit d'études ou d'un projet qui va forcément changer les choses autour de soi. Et donc le but, c'est pas d'ignorer l'impact que ça peut avoir sur les autres, c'est d'en tenir compte et de les faire finalement adhérer à ce projet, comme si eux aussi ils le vivaient à travers toi. Et donc de ce que tu me racontes, en tout cas j'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé et ça donne en tout cas, j'espère, des super bonnes pratiques pour ceux qui nous écoutent, parce que j'imagine que certains se posent peut-être la question de devoir reprendre des études demain, après-demain, et qui se disent mais non, j'ai passé, etc. Il y a, je pense, 50% de préparation avant de se lancer, et après il y a effectivement tout ce qui va se vivre quand on fait des études. Il faut effectivement s'investir à 100%, mais pour ça il faut préparer le terrain. Tout à fait, parce que tu peux pas partir comme ça sans préparer et sans parce que tu as une vie familiale, t'as aussi le quotidien, parce que ça chamboule tout quand même. C'est au niveau financier aussi. Et c'est vrai que de faire des études, tu te dis tiens, il faut, par rapport aux disponibilités, par rapport aux enfants, parce que par exemple le samedi et le dimanche, quand que tu as l'habitude de faire des sorties avec les enfants, et là à ce moment-là tu peux pas faire de sorties parce que tu sais que tu as une disserte à faire et à rendre et pour lundi, et que tu te concentres parce que
t'as plus 20 ans, parce que quand t'as des neurones de 20 ans et de 40 ans, c'est pas du tout la même chose. Mais quand même, au niveau de la concentration, il fallait que j'ai plus de concentration. Je dis pas que, attention, hein, je dis pas que ceux de 40 ans et ceux de 20 ans, c'est vrai que quand tu sors de l'école à 20 ans, t'auras plus de facilité de faire une disserte que celle de 40 ans, que ça fait 20 ans qu'elle n'a pas été à l'école. Tu vois. Non, mais c'est une réalité. Et voilà. Et c'est vrai que moi, je m'en souviendrai, c'est que voilà, j'étais une domaine de compétences où je devais rendre un dossier et mon dossier, il était vraiment à 9. J'étais à 9 sur 20. Et j'ai ma formatrice, il me dit, écoute Angela, je te dis tout de suite, si tu n'as pas 12, ça va être compliqué. Et puis en plus, tu seras obligé de refaire le dossier. Je dis non. Moi, refaire le dossier ? Non, c'est pas possible. Me remettre le week-end, retravailler, refaire ? Non, c'est pas possible. J'ai tellement travaillé. En une semaine, j'ai eu 13 sur 20. J'ai eu 13 sur 20. J'étais tellement fière de moi que... Puis en même temps, j'étais bien entourée aussi. C'est ça aussi, il faut être bien entourée, parce que j'avais des amis aussi qui sont du même âge que moi, qui me disent « Mais Angela, franchement, je sais pas comment tu fais, mais franchement, je suis tellement fière de toi, parce que moi, je sais pas si je l'aurais fait, mais le fait que tu reprennes des études. » Et c'est vrai qu'au début, il y a plein de personnes qui me disaient ça, et moi, je comprenais pas, parce que moi, je pensais que c'était vraiment... je me suis dit « Oh, peut-être j'ai fait une bêtise, le fait de reprendre des études. » Ouais. Parce qu'il y a tellement de personnes qui disent ouais, c'est bien, t'es courageuse. Et puis il y en a un qui m'a dit mais non, Angela, c'est le contraire. Parce que moi, je le prenais mal. Elle me dit non, c'est le contraire. C'est qu'il faut que tu sois fière de toi, parce que de reprendre des études à 41 ans, franchement, je pense que c'est pas donné à tout le monde. Oui, pas beaucoup l'auraient fait. Mais c'est vrai que des fois, les petites remarques que tu peux avoir, c'est la question que j'allais te poser. Comment tu as vécu ce moment où tu as repris tes études et où peut-être autour de toi il y a eu des élans qui t'ont amené à douter ou quoi qu'est-ce ? Comment tu as appréhendé parce que j'ai l'impression que tu avais un entourage quand même sain, mais des fois, juste en ayant en rencontrant des personnes peut-être de deuxième niveau, troisième niveau, mais qui vont insidieusement peut-être te mettre le doute. Comment tu fais pour vivre ça ? Parce que du coup, j'imagine que partir pour 3 ans, c'est pas partir pour 3 jours. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a eu justement Bien sûr, il y a eu des moments de doute. Oui. Il y a eu des moments de... Là, par exemple, tu sais, quand je suis rentrée en école d'éducateur spécialisé, moi, j'étais contente, j'étais enthousiaste. J'ai dit, oh, trop bien, ça y est, je rentre et tout. Et quand je suis rentrée dans l'école, c'était à l'époque les premiers Parcoursup. Et t'avais beaucoup de jeunes. Oui. Et c'est vrai que quand je suis arrivée, j'ai dit, mais c'est pas grave. Oui. Moi, ça me dérange pas. Parce que je me dis, j'ai autant ma place que même s'ils ont 20 ans, tu vois. Mm-hmm. Et moi... déjà dans ma tête, je me disais pas que j'ai 41 ans, tu vois. Et puis moi, je suis quelqu'un qui s'adapte. Et je m'adaptais avec les jeunes, je m'adaptais avec les moins jeunes. Et c'est vrai que même avec les formateurs, et c'est ça qui était bien, c'est que où j'ai fait ma formation, c'était à Arras, à Fertès. Et c'est vrai que c'était vachement familial, on va dire presque. Tu sais, on s'entraidait et il n'y avait pas d'âge. C'est vrai que par moment... c'est vrai que bon, les jeunes, ils ont leur moment de folie. Et moi, c'est vrai que moi, je suis mature. Je peux pas être au moment de folie avec eux, c'est sûr. Mais c'est vrai mais on s'entendait et puis on avait beaucoup de choses en commun. C'est-à-dire le partage de savoir, comme je te disais tout à l'heure. Et c'est ça qui était intéressant et à chaque cours, c'était bien parce que on sortait et on se réunissait entre 4-5 personnes et on discutait un petit peu de ce qu'on a appris et ça permettait de faire des échanges et même avec les formateurs, et c'est ça qui était intéressant. Bien sûr que j'ai eu des moments de doute, comme je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire que je me disais mais qu'est-ce que je fais là ? Est-ce que vraiment il faut que mais en même temps, comme je te disais tout à l'heure, ma mère elle était là, elle me dit attends. Oui. Quand tu commences quelque chose, tu vas jusqu'au bout. Oui. Tu vas jusqu'au bout. Et c'est vrai, j'ai fait des stages.
J'ai fait des stages dans une MEX, c'est-à-dire une maison d'enfants à caractère social, où ils ont apprécié mon travail, où je suis restée 1 an. J'ai travaillé aussi en institut médico-éducatif, qui était très intéressant, où je travaillais avec des porteurs de handicap. Et j'ai travaillé aussi dans un centre d'accueil des demandeurs d'asile pendant 1 an, où j'ai fait mon mémoire, qui était très intéressant et tout. Et voilà, mais j'ai aimé tous ces moments-là. Oui. J'ai aimé aussi les dissertes, j'ai aimé comme je te disais, les formateurs, quand ils arrivaient, il y avait des psychologues aussi, il y avait des intervenants extérieurs qui venaient, qui venaient avec leur savoir, comme je te disais. Et moi, je mangeais ça. Ouais. Je mangeais ça avec... je vois tout à fait. Avec gourmandise. Ouais. Non, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Tu l'as vraiment vécu comme... on m'apporte de la richesse. C'est ça. On m'apporte de la richesse, il faut que je prenne ce que je peux prendre. Ouais. Parce que ça va être sur un temps limité et c'est maintenant que tout se joue. Ouais, c'est tout à fait ça. Okay. Et c'est vrai que même d'extérieur, moi je suis quelqu'un de curieuse et j'aime m'intéresser aux personnes. Moi, même si demain tu vas me donner un conseil, moi je ne serais pas ce genre de personne qui va dire ah non, attends, moi je sais, elle n'a pas besoin de me le dire. Oui. Pas du tout. Justement, je vais apprécier parce que tu t'intéresses justement à moi et que tu donnes ce conseil pour justement m'améliorer. Oui. Et ça, c'est ça qui est bien et c'est ce qui est intéressant et c'est ce que j'aime aussi partager et donner. Oui. Voilà. Super. Nickel. Tu as parlé à l'instant des différentes structures dans lesquelles tu as pu intervenir en stage ou autre. Du coup, j'aimerais bien que tu reviennes sur le métier d'éducateur, d'éducatrice spécialisée. Parce que c'est un mot un peu savant comme ça qu'on entend, qu'on peut confondre d'ailleurs avec d'autres choses. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on sait que ça s'inscrit dans le domaine social. Est-ce que tu peux nous donner plus de précision et nous dire justement comment tu appréhendes tout ça au quotidien ? D'accord. Bah écoute, c'est vrai que éducateur spécialisé, quand on entend ce mot, on a l'impression que c'est une personne qui est spécialisée sur un domaine. Alors que pas du tout. Un éducateur spécialisé, c'est quelqu'un qui accompagne des personnes qui sont en difficulté sociale. D'accord. Que ça soit dans l'insertion, que ça soit dans l'handicap, que ça soit dans la société en général. Oui. Voilà, ils sont là pour accompagner. Ils sont là pour, on va dire, montrer le chemin. Ils sont pas là pour diriger. Ils sont pas là pour dire comment il faut faire. Parce qu'un éducateur spécialisé, c'est pas, ils sont pas là pour faire à la place de. La place de, tout à fait. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et ça, c'est ce qui m'attirait, ce que j'appréciais. Et en plus, ce qui est bien dans ce domaine-là, c'est que tu peux travailler avec toute tranche d'âge, c'est-à-dire de 0 à 99. C'est-à-dire tu peux travailler comme avec les petits, comme tu peux travailler avec des ados, comme tu peux travailler avec des adultes, comme tu peux travailler avec des porteurs d'handicap, comme tu peux travailler avec des personnes âgées. C'est ça que j'ai apprécié. C'est que vraiment d'accompagner et vraiment d'aussi peut-être par rapport à ce que j'ai vécu et la résilience que j'ai eue aussi par rapport à mes difficultés, par rapport à ce que je te disais, ce que j'avais vécu, peut-être ce que je voulais aussi transmettre. Ouais, je vois tout à fait. Et justement, pour faire un parallèle avec ce que tu viens de dire, est-ce que durant ces fameux moments de difficulté, quand tu étais plus jeune, est-ce que tu as rencontré des personnes qui ont pu justement t'aider ou finalement tu es devenue la personne que tu n'as pas pu rencontrer à cette époque ? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je comprends très très bien. Bah écoute, alors là c'est une bonne question parce que non, parce que je t'ai dit, c'est encore ma mère. Ma mère, c'est ma mère, elle a toujours été là, elle a toujours été mon pilier, elle a toujours été là, elle m'a jamais laissé tomber, elle a toujours été, on va dire, tu sais, elle est toujours à côté de mon petite oreille, me dire hey, vas-y, tu y vas, t'es capable d'y aller, tu vas y aller. Et c'est vrai que c'est une femme qui, pour moi, est une... je sais même pas comment t'expliquer parce que c'est une femme extraordinaire et qui m'a
Et puis il y a aussi ma grand-mère, parce que je t'ai pas dit aussi, il y a ma grand-mère aussi, oui. qui est quelqu'un de cultivé et qui est quelqu'un qui avait beaucoup de ressources. Et je m'en souviens de l'anecdote qu'elle me disait, c'est que, et j'ai toujours ça en tête, c'est qu'elle dit, le jour où je vais mourir, c'est quand je verrai plus d'actualité et que je ne lirai plus de tout ce qui se passe dans le monde. Oui. Et c'est vrai que ça m'a fait tilt, parce que là, elle est décédée depuis l'année dernière. Elle avait 98 ans. Et c'est vrai que ça, je le garde toujours en moi. Et c'est pour ça que... et je pense qu'elle nous a transmis... cette force et cette curiosité. Ouais, c'est ça. Ah ouais, mais la force et le courage aussi. Ouais. Parce que ma mère, c'est quelqu'un qui ne lâche pas. Et moi, je pense que c'est ça aussi. Moi, je suis quelqu'un qui ne lâche pas. Et quand je commence quelque chose, je vais jusqu'au bout. Et j'apprécie chaque moment. Je ne suis pas quelqu'un de négatif. Je vais être tout le temps positif, même si je vois que ça ne va pas trop. Oui. Mais je vais essayer de mettre les choses positives pour que ça m'aide et pour que j'ai cette force et pour que j'aille plus loin. Voir le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide. Tout à fait. Ça, c'est une sacrée gymnastique. Même moi, je essaie de me la poser des fois. Heureusement, j'ai un entourage qui des fois me rappelle ça. Mais non, vois le verre à moitié plein. Mais en effet, ça apporte énormément. Énormément. Revenons au métier d'éducateur spécialisé. Donc, tu commences à nous expliquer effectivement que ça te permet de toucher tout type de public, toute tranche d'âge, que c'est surtout un accompagnement de personnes à s'insérer, dans le domaine social. Tout à fait. C'est ça ? La réinsertion. Ok. Je vais te laisser poursuivre, faut pas dire de bêtises, mais non. Je voulais résumer en tout cas ce que tu avais commencé à dire. Écoute, après, éducateur spécialisé, c'est comme je te disais tout à l'heure, c'est vraiment réinsérer les gens qui sont en difficulté sociale, qui par exemple, là, comme je t'ai dit, j'ai fait des stages dans un centre d'accueil pour les demandeurs d'asile. Les personnes qui viennent de l'étranger et qui ne connaissent pas toutes les démarches administratives, que ça soit la sécurité sociale, que c'est aussi la CAF. Et moi je serai là pour les accompagner à comment s'inscrire au niveau de la sécurité sociale, au niveau de la CAF, au niveau de Pôle emploi. Oui. Voilà, je les accompagne, mais sans, comme tu disais aussi tout à l'heure, sans faire à leur place. Oui. C'est vrai que la difficulté qu'ils avaient aussi, c'est de la langue. Et c'est vrai que nous, notre rôle aussi, c'est de voir jusqu'où ils peuvent parler le français. S'ils avaient des difficultés, on avait des partenariats qui permettaient justement d'apprendre la langue française. Et en parallèle, nous, en tant qu'éducateurs spécialisés, on les aidait tout ce qui est démarches administratives et aussi éducatif. Parce que pour certains, j'avais des personnes qui avaient des enfants. D'accord. Et qu'il fallait faire des activités à côté, et qu'il fallait les aider au niveau des devoirs, et qu'il fallait les aider sur... c'est vachement bien ça. Ouais, mais franchement, c'est très très intéressant. Mais c'est vrai qu'on n'est pas assez valorisé aussi, c'est ça le problème. C'est que nous ne sommes pas assez valorisés parce que je pense que... Après, c'est pas pour dire, mais je pense que on contribue beaucoup quand même aux personnes. Et je pense que sans les éducateurs spécialisés, ça va être difficile. Je dis pas qu'on est maître de vie de personnes, pas du tout. C'est vraiment qu'on est vraiment là pour les accompagner. Et c'est vrai que parfois, t'as des personnes qui veulent pas de cet accompagnement. Et qu'on comprend, et que c'est pas une obligation. Non. Mais en tout cas, ils savent qu'on est là. D'accord, ok. Donc voilà. ils ont cette possibilité de faire appel à toi, à vous. Ouais, tout à fait. Mais c'est en effet une chance, et sûrement qu'ils seraient bloqués sur plein de choses. Et quand tu me parles de la CAF, de Pôle emploi ou de la sécurité sociale, c'est leur permettre d'avoir un accès à des droits.
Tout à fait. À des droits qu'ils ont quand ils arrivent sur le territoire français. Donc, vous avez beaucoup de mérite pour ça. Et merci de pouvoir être là pour ces personnes. Puisque ces personnes, ça peut être aussi un oncle, ça peut être un parent, ça peut être tout à fait. Un frère, un voisin. Et effectivement, c'est hyper important de savoir que grâce à ces métiers qui existent, grâce à vous, ces personnes ont la possibilité d'avancer dans leur vie. Ils viennent pas, ça m'étonnerait, qu'ils viennent en France pour se tourner les pouces, pour rester assis à regarder la télé. Ils auraient pu le regarder de chez eux. De chez eux, exactement. Donc, en effet, leur permettre de pouvoir effectivement mettre un pas à chaque fois en avant et avancer vers leur projet de vie, qui est en général le premier truc, c'est de pouvoir travailler. Tout à fait. Eh bien, je pense que c'est un réel avantage. Donc, vraiment, merci. Est-ce que du coup, au fur et à mesure des années, je dis n'importe quoi, si demain tu passes, par exemple, tu démarres dans une structure d'aide aux personnes demandeurs d'asile, tu restes très longtemps, mais qu'à un moment donné tu changes de structure, est-ce que tu as des possibilités justement de changer, de te former, bien pour sûr, faire des rappels, voilà. C'est ça qui est intéressant aussi en étant éducateur spécialisé, c'est que tu peux travailler toutes sortes de structures. Tu peux, comme je te disais, pour les porteurs d'handicap, tu peux travailler dans un institut médico-éducatif, oui. Où tu peux accompagner des jeunes qui sont en difficulté scolaire, qui sont en difficulté dans le domaine scolaire et dans le domaine aussi social. Et c'est des personnes aussi qui sont, on va dire, tu vois, c'est des gens aussi qui ont des soucis ou ont des problèmes sociaux et ils sont, on va dire, catalogués d'une façon, tu sais, et qui les isole. Oui. Et justement, nous, on est là justement pour pas qu'ils s'isolent et qu'ils rentrent aussi dans la société et qui permettent aussi de faire comme les autres. C'est pas parce que je suis porteur d'handicap que je peux pas me permettre aussi de travailler, que je peux pas me permettre de quelque chose de simple aussi, le fait de faire les courses. Oui. Parce qu'on dit que les personnes qui sont lambda vont dire attends, de faire les courses, attends, il peut le faire quand même. Mais faut pas croire, c'est très difficile pour une personne qui est porteur d'handicap ou pour même quelqu'un qui est en difficulté sociale, qui ne sort jamais de chez lui, par exemple. Tu vois. Et nous, on est là justement pour accompagner. Mais le souci, c'est que, et ça... je suis un peu déçue de ce métier, c'est qu'on n'est pas assez valorisé, on n'est pas assez reconnu. Et ça, c'est dommage. Et j'ai l'impression que plus on avance, plus on évolue dans le temps, et plus il y a plus de personnes en difficulté. Et ça, j'ai peur que ce métier se perd un jour. Parce que on ne peut pas aider tout le monde, comme je te disais, ou accompagner tout le monde, mais... comme on n'est pas assez valorisé, on n'est pas assez payé, il faut le dire, ce qui est. Oui. Et c'est un métier qui se perd et que personne ne veut le faire parce que faut pas croire, c'est quand même difficile d'accompagner des personnes qui sont en difficulté parce que déjà il faut qu'ils le veuillent, il faut qu'ils le veuillent et qui permet aussi qu'on le rentre dans son intimité, tu vois. Parce que c'est ton travail, mais en même temps, lui, c'est sa vie personnelle. Et c'est très difficile, tu vois. Donc j'imagine qu'on va parler des qualités justement pour devenir... des qualités essentielles pour devenir éducatrice ou éducateur spécialisé. Mais j'imagine qu'effectivement, il faut pouvoir mettre en confiance les personnes, il faut pouvoir... il y a tout un travail qui se fait sûrement progressivement. Est-ce que tu peux nous expliquer, en donnant peut-être un exemple, et aussi parler des qualités essentielles? Ouais, il n'y a pas de problème. Écoute, il faut avoir un lien de confiance. Il faut que tu peux pas, comme je te disais tout à l'heure, de rentrer dans une intimité de la personne. Tu connais toute sa vie. Toute sa vie.
Tu rentres dans son intimité, tu rentres dans sa... Et là, il faut qu'il ait confiance en toi. Parce que le fait de voir une personne qu'il a inconnue et qui déballe toute sa vie et qui il n'arrive pas à s'en sortir, il se dit, tiens, elle va m'aider et... je sais pas si ça va rester parce que il y a parfois, tu as des personnes qui ont un tempérament difficile et il faut avoir aussi avoir une énergie et il faut avoir aussi un mental. Oui. Et il va avoir beaucoup de patience aussi, tu vois, et vraiment beaucoup d'écoute. Moi, je dis qu'il faut écouter parce que parfois, on veut aider, on veut le faire, on veut faire « Ah ouais, je vais aider ». Mais non, si on n'a pas assez d'écoute et on n'a pas assez de recul, bah, il faut faire hyper attention parce que quand et le lien de confiance ne se fait pas en un jour, ça se fait avec le temps. Oui, j'imagine, oui. Ok, donc de l'écoute, de la patience, savoir mettre en confiance. C'est vrai, tout à fait. Et je pense beaucoup de capacité d'adaptation pour le coup. Tout à fait. Parce que tu t'adaptes à différentes personnes, différents publics. Tu vas pas parler de la même manière à un enfant qu'à un adulte ou à un ado. Tout à fait. Et est-ce qu'il y a la barrière de la culture aussi ? Bah écoute, franchement, franchement, je vais pas te... Écoute, moi, franchement, j'ai jamais eu une difficulté jusqu'à maintenant. D'accord. Justement, je pense que j'étais peut-être curieuse, peut-être. Parce que tu sais, comme cette curiosité, je vais pas dire ce mot-là, est-ce que ça se dit exotique ? Mais c'est... Non, j'étais vraiment... Franchement, justement... et moi, je sortais plus par l'humour. D'accord. Je regardais pas au niveau de sa difficulté, je le voyais en tant que personne. Oui. En tant que personne, et je voyais pas de ce qu'il avait dans le passé, ou son dossier, ou quoi qu'est-ce. Moi, je le voyais en tant que personne, et c'est ça que je pense, et qui fait que je réussissais à travailler avec les personnes qui sont en difficulté. Et venant de différents pays, différentes origines. Publics d'origine. Et je pense que même parfois, j'avais des collègues qui me disaient « Ouais, Angela, ça te dérange pas de t'occuper de cette personne ?» Oui. Parce que j'avais cette facilité. Et puis bon, je suis quelqu'un de souriante. Oui. Et je suis très souriante et je trouve que justement quand tu accueilles une personne et que tu es très souriante et que tu es accueillante, oui, et ben franchement je trouve que tu as plus de facilité d'être en lien avec la personne et de parler avec la personne et que la personne aussi se laisse et se livre, bien sûr. Livre, oui, tout à fait, tu vois. Et je trouve que c'est ça. Et je pense que parfois il y en a, ils oublient ça. C'est que j'en suis sûre, si tout le monde... Après, je dis pas qu'on sourit bêtement, c'est pas ça. C'est qu'il y a des moments aussi tu dois sourire. Et je pense que si tu accueilles avec le sourire et que la personne se sent rassurée... Oui, c'est le mot. Rassurée. Ouais, je comprends tout à fait. C'est ça. Totalement. Ok, tu nous as parlé de différents... Enfin, de ce métier d'éducateur spécialisé, mais du coup qui peut se faire dans différentes structures, auprès de différents publics. Est-ce que tu en as un de préférence ? Et parle-nous de ce qui t'attend. Bah écoute, alors, moi, ce qui s'est passé, c'est que éducateur spécialisé, bon ça, je l'aurai toujours en moi, mais là, j'ai voulu me tourner dans la petite enfance. La petite enfance avant où je travaillais depuis plus de 15 ans. Oui. Et j'avais une préférence de travailler avec les enfants, c'est-à-dire les moins de 3 ans. D'accord. Et pourquoi ? Parce que, comme je te disais, curiosité de leur développement, de voir qu'ils sont différents et il y en a un qui marche, l'autre qui marche pas, et l'autre qui comprend, l'autre et le fait aussi d'accompagner ces enfants à grandir et à avoir cette capacité aussi de faire des choses et de les ramener à faire des choses que même eux seraient peut-être pas... ils auraient peut-être pas pensé à faire, mais vraiment je voulais vraiment travailler vraiment dans la petite enfance et c'est là que je suis devenue éducatrice de jeunes enfants. D'accord. Mais alors là j'ai eu une difficulté, c'est que moi en tant qu'éducateur spécialisé je ne pouvais pas travailler dans les crèches. Il fallait avoir l'intitulé du diplôme éducateur de jeunes enfants et ça c'est que en France. D'accord. Et ça, je trouve ça dommage, parce que je suis autant compétente
qu'une personne éducateur de jeunes enfants, parce que par rapport à mes expériences antécédentes, par rapport à mon diplôme, et là, le fait que, au début, ça a été très très dur de trouver une crèche qui pouvait accepter une éducatrice spécialisée. Et là, encore une fois, avec acharnement, avec détermination persévérance, et j'ai réussi à rentrer dans une crèche. Et là, je suis dans une crèche qui me plaît et que je vais pas me défaire et j'ai envie d'atteindre pour être directrice de crèche. Ah, super, ok. Et voilà. Tu vois, t'as anticipé ma question de quel est ton objectif professionnel aujourd'hui, ou en tout cas pour aujourd'hui, pour demain, parce qu'aujourd'hui tu l'as déjà en tête, mais tu n'es pas encore du coup directrice de crèche, mais ce serait ton objectif, c'est ce que je comprends. Oui, tout à fait. D'accord. Ah, moi je dis bientôt, parce que bientôt, je pense que c'est vrai que cette confiance que j'avais en moi qui n'était pas totale, parce que j'ai ça aussi, c'est que j'avais pas confiance en moi. Et là, le fait que du fait que j'ai fait justement ma formation d'éducateur de jeunes enfants, j'ai pu voir des choses et qui m'ont permis d'avoir un peu plus confiance en moi. Super. Et là, maintenant, je me sens capable de gérer une crèche. Et si je gère pas une crèche, si, je vais gérer une crèche. Parce que même si elle est petite, et là maintenant, ça commence à se développer. Là, pareil, je vois qu'ils commencent à prendre quand même des éducateurs spécialisés dans les petites crèches. Et c'est ça qui est intéressant. Voilà, on appelle ça maintenant des référents techniques. D'accord. Voilà, okay. Et qui peut travailler dans les micro-crèches. Il peut avoir son diplôme d'auxiliaire de puériculture comme son diplôme d'éducateur spécialisé ou infirmière ou puériculture. Ok. Voilà, puéricultrice, pardon. Puéricultrice, oui. Ok, super. On voit que finalement, y a les prémices de tout ça vers cette volonté de travailler dans le social, travailler avec les jeunes enfants, ce que tu avais fait déjà dans ton parcours, en tout cas précédent. On sent ce côté step by step dans ton parcours, mais par contre, ce qui reste intact, c'est ta motivation, c'est ta persévérance, c'est... ah ouais, d'accord, il y a une barrière là, ok, je prends l'autre chemin. Ah, il y a une autre... il y a un trou, oh t'inquiète, je vais sauter. Franchement, je fais exprès d'imager la chose, mais en t'écoutant, c'est vraiment ça, et je trouve ça vraiment top que tu puisses en tout cas transmettre ça. J'imagine que ça représente aussi quelque chose de fort. Et que juste en l'incarnant, que tu dois transmettre aussi à tes enfants. Tout à fait. Donc vraiment pour ça, bravo, continue là-dessus. Et je te la pose cette question, mais je devine déjà la réponse. S'il y avait une rencontre dans ta vie qui t'a donné ta dose d'inspi, pour reprendre un peu le nom de mon podcast, ce serait qui ? Ah, je l'ai dit, c'est ma mère. Je m'en doutais. Super. Donc, on va faire une très très belle dédicace à ta maman. Ouais. On la salue. Ouais, je la salue, ma mère. Et en effet, un rôle prépondérant, un rôle très très fort. Ouais, et puis importante. Oui. Très importante. Parce que c'est quelqu'un qui me motive. Et alors qu'elle a 70 ans. Hein. Oui. Elle a 70 ans et moi j'ai 45 ans. Et qui me dit, je lui ai même dit, tu sais maman, je vais peut-être continuer, pourquoi pas faire un massage. Elle me dit, mais ma fille, fais, c'est bien. Et ça, c'est ça qui c'est bien. Et puis là, tous les jours, je l'appelle tous les jours, je lui dis comment ça se passe au travail. Et puis elle est là, oui, mais t'inquiète pas, tu vas aller, tu vas réussir, tu vas obtenir ce que tu veux. Et c'est vrai que c'est une personne qui me motive et qui, même si parfois, avant, même quand j'étais plus jeune, elle n'était pas là verbalement, mais elle était là physiquement. Elle était là à côté quand même. Oui. Parce que je sentais quand même une présence. Elle était là quand même. Parce que quand on est jeune, on sort, on fait des rencontres,
dans le monde de la jeunesse, et puis on oublie un peu les mères. C'est après, quand on prend l'âge, et que là, on se dit, ah, quand même, t'es quand même plus importante, parce que là, verbalement, t'es là. Et c'est vrai que c'est ça qui est intéressant, c'est que ma mère, elle a toujours été là, et elle m'a toujours motivée, elle nous a toutes motivées, que ça soit ma soeur, que ça soit mes frères. Tous les enfants, oui. Et qu'elle dit, il n'y a pas d'âge pour donner des conseils, il n'y a pas d'âge pour motiver. Voilà. Super. Message très fort, merci. Merci beaucoup. Merci à toi. J'ai la petite question bonus pour toi. Dis-moi. C'est fini, mais c'est pas encore fini. Il n'y a aucun problème. Dose d'inspi, c'est un peu aussi tout ce qui va toucher à la musique, parce que je trouve que la musique, c'est quelque chose qui inspire énormément. En tout cas, c'est le cas pour moi, et du coup j'aime bien parler aussi de musique dans mes épisodes de podcast. Et du coup je voulais savoir quel est le style de musique ou l'artiste ou la chanson qui t'inspire et qui te rebooste quand des fois tu peux être un peu en mode un mood un peu bas, une énergie un peu basse, enfin voilà, ou ta musique de référence où tu sais que ça va aussi t'encourager à passer une bonne journée. Et ben moi, je vais te dire, tu sais, ça va être marrant parce que moi, je suis quelqu'un, on dit comment on dit ? Éclectique. Ouais. C'est-à-dire que moi, je peux aller dans des chansons très rythmées, mais c'est vrai que moi, j'adore les musiques très rythmées. Très rythmées. Et c'est vrai que aussi les chansons, les musiques capverdiennes, parce que ça me motive. Et tu sais que parfois, même dans les crèches, je mets la musique capverdienne. et les enfants, et c'est bien parce que c'est positif, c'est des chansons positives, et c'est une chanson qui motive, et c'est une chanson qui permet aussi de se dire attends, c'est comment dire, c'est vrai que dans ton quotidien, voilà, Paris c'est gris, mais quand tu arrives dans la crèche, le soleil arrive, tu mets la musique et tout le monde va bien, et c'est ça qui est essentiel. Et moi j'adore la musique capverdienne, que ce soit le Funana, que ce soit aussi LG, et là en ce moment je suis en train d'écouter LG, que franchement j'adore. Il est dans son nouvel album, il a des musiques assez il est avant-gardiste, lui. Il est très loin, hein. Mais très loin, et en plus ce que j'aime bien, c'est qu'il est très c'est ce que j'aime bien chez les Capverdiens aussi, que ce soit dans la musique ou que ce soit dans d'autres domaines, ils essayent de différencier, ils essayent aussi d'avoir leur propre personnalité, et ça j'adore. Et ça, et lui en ce moment j'écoute beaucoup lui. Gilles, lui c'est incontournable. Et puis en plus il a sorti une nouvelle chanson, Homme qui Atatur, ça c'est les chansons en ce moment super. Non voilà, moi j'ai pas de, ça peut être aussi des musiques, ça peut être français aussi, que j'aime bien, mais j'ai pas de chanson en particulier, mais c'est vrai que quand même, quand le matin, quand je vais bosser, quand je vais travailler, parce que j'ai 1 heure de train, je mets mon bon Funana et je suis contente d'être dans le train. Et ta journée démarre bien. Tout à fait, voilà. Je vois, très bien. Bon super, on va s'arrêter sur ces bonnes paroles, bien énergiques et qui dynamisent bien. Tout le monde pourra se mettre un petit son de Funana, ça stimulera tout le monde. En tout cas, merci pour ce partage, Angela, c'était vraiment super. On a pu effectivement en savoir un peu plus sur toi, sur le métier d'éducateur spécialisé. On mettra toutes les infos aussi en description si les gens effectivement veulent se rapprocher de toi pour en savoir encore plus. Justement, je veux juste mettre une aparté par rapport à ça, c'est que les gens, n'ayez pas peur, même si vous avez 50 ans, si vous avez 30 ans, si vous avez 60 ans, si vous voulez faire quelque chose qui vous tient à cœur, faites-le. Super, et ça va être le message de la fin. Voilà. Yes, merci beaucoup Angela. Merci Nadine. Je te dis à bientôt. À bientôt. Bye bye. Bye.